Cathy Rousselet, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui chez vous à Genève. C'est un plaisir de vous recevoir pour ce nouvel entretien de la chaire Yves Trama, Religion et politique dans le monde contemporain. Vous êtes directrice de recherche au Centre de recherche international, le CERI de Sciences Po, associée au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens de l'EHESS, et vous travaillez principalement sur les dimensions religieuses et sociales de la Russie post-soviétique et contemporaine. Vous travaillez de chorales de chapelle à des enjeux plus globaux, de l'héritage des Romanov à l'héritage post-soviétique, combiné à un travail sur les pratiques et les croyances. Tout un tas d'approches et d'ingrédients que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui avec vous, d'entrer un peu plus dans cette cuisine de la recherche. Quelles sont vos approches, comment vous en êtes venu à travailler sur cette Russie et cet espace russophone. Et on va rentrer tout de suite dans le sujet, si vous le voulez bien. Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur ce monde russe? Est-ce que cette âme russe qui est maintenant un peu un poncif, qui fait figure d'extranéité par rapport à l'Occident, a exercé un moment sur vous une fascination ou un attrait et par quelle porte êtes-vous entré finalement en Russie? Oui, alors d'emblée, je ne parlerai pas d'âme russe. J'ai toujours essayé d'éviter toute approche de ce type-là, toute approche culturaliste. Mais en fait, tout ça, ça remonte à fort longtemps parce que j'ai fait mon premier voyage en Union soviétique en 1977 et j'avais 14 ans. Et en fait, j'y allais parce que j'avais reçu un prix de langue et donc on m'avait offert un voyage en URSS. Première fois que je partais seule, loin, à l'étranger. J'étais déjà partie à l'étranger, mais pas aussi loin et jamais seule. Et voilà, et donc j'ai découvert l'Union soviétique à ce moment-là. J'adorais la langue russe. Je lisais déjà beaucoup de littérature russe, bien sûr. Je suis arrivée dans ce pays et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, on m'avait offert un voyage. D'ailleurs, c'est intéressant d'en parler dans le contexte actuel. On m'avait offert un voyage Moscou, Kiev, Lvov. Donc, vous voyez, on allait de Russie en Ukraine. C'était ainsi qu'on m'avait, enfin, c'est le cadeau qu'on m'avait fait. Et alors, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'avant de partir faire ce voyage, la responsable de l'organisation de ces voyages avait demandé à des intellectuels russes de m'héberger. Et je me suis retrouvée dans un appartement d'intellectuels. Ils ont une fille d'ailleurs qui est une grande journaliste de la Novaya Gazeta aujourd'hui. Lui était écrivain, elle journaliste. Et j'ai découvert cet appartement. Dans lequel je suis revenue plusieurs fois après parce que j'ai fait des voyages. J'ai fait encore un voyage, je crois, en seconde, puis en terminale, puis après j'y suis retournée au cours de mes études supérieures. Et donc j'allais toujours chez eux. Et en fait, j'ai découvert à travers eux tout un pan de la société russe. J'ai découvert les bardes parce qu'ils avaient quand même mis Bulata Kudjava et d'autres. J'ai découvert leur intérêt, en tout cas son intérêt à lui, pour la culture matérielle de la Russie. Il y avait des icônes partout, il y avait des métiers à filer la laine partout, les fameuses prialki. J'ai découvert ce qu'on appelle les cuisines moscovites, c'est-à-dire ces lieux où ces intellectuels, alors c'était vers la fin, plutôt début des années 80, mais ils se retrouvaient pour discuter de la situation. J'ai vu ces fameuses cuisines moscovites. Voilà, donc
Et puis, ce que j'ai découvert aussi, c'est la pénurie. J'ai vu aussi les magasins vides, hein, quand j'allais chez eux. Peut-être pas, enfin, voilà, je vous parle de toute cette période, pas seulement de mon premier voyage, mais aussi des autres voyages qui ont suivi et où c'était encore l'URSS. Donc, j'ai vu tout ça. Et tout ça, ça se mélange dans ma tête aujourd'hui. Hein. Et bien évidemment, je ne comprenais pas. J'étais fascinée par ce que je voyais, au sens que c'était vraiment quelque chose que je n'avais jamais vu, que je ne comprenais pas bien. Et j'ai eu vraiment cette envie de comprendre en fait ce qui se passait. Voilà. Donc, bien sûr, je voyais aussi toutes les difficultés. Je les ai vues hein, pendant toute cette période. J'ai vu le manque de liberté, je l'ai senti aussi. Mais voilà, j'ai vu à la fois cette absence de liberté, et puis aussi des gens qui vivaient dans ces contraintes-là, et comment ils vivaient dans ces contraintes-là, et j'ai vraiment eu envie j'ai voulu chercher à comprendre ce qui se passait. J'ai continué, bien sûr, enfin comme beaucoup d'adolescents, j'ai continué à lire la littérature, Dostoïevski, Tchekhov, bref, toute cette immense littérature qui elle aussi m'a beaucoup apporté, m'a construite elle aussi. Donc voilà, donc ça c'est comme ça que ça a commencé en fait. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis j'ai fait mes études supérieures en études russes. Mon travail de maîtrise, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais mon travail de maîtrise, il était sur l'Église gréco-catholique ukrainienne. Pourquoi ? Donc ça c'était, attendez, il faudrait que je retrouve les dates. Je ne sais plus bien. Ça devait être en 84, quelque chose comme ça. Donc cette église, elle était dans la clandestinité. Hein, elle était dans la clandestinité. C'est une église qui a été incorporée à l'église orthodoxe russe en 1946. Oui, alors pourquoi je me suis intéressée à cela ? D'abord, les questions religieuses m'ont toujours passionnée. Bon, je pense que c'est une histoire familiale, on ne va pas nécessairement parler là, c'est peut-être pas le lieu, mais voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont familiales là-dedans. Mais pourquoi cette église-là ? Tout simplement parce que j'ai rencontré par hasard un collègue de mes parents qui m'a dit « Vous devriez travailler, vous savez, sur cette église gréco-catholique, et en particulier sur le concile de Brest de 1596, parce que c'est un grand médiéviste. » Et alors moi, je n'ai pas travaillé sur cette période-là, j'ai décidé de travailler sur le 19e, 20e, parce que c'était essayer d'expliquer la destinée de cette église. Mais tout ça, c'est absolument fascinant de remonter là, quand on passe à nouveau au contexte actuel où on voit cette église gréco-catholique très présente en Ukraine aujourd'hui dans la guerre. Donc, en fait, j'ai l'impression de voir des acteurs que je suis depuis fort longtemps. Je les vois là aujourd'hui sur le terrain, quoi. Donc voilà. Donc j'ai commencé comme ça, puis après j'ai fait d'autres choses. On a l'impression que ce sont des mémoires qui sont un peu enfouies, ou en tout cas qui remontent pas forcément quotidiennement dans votre pratique à la surface. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est particulièrement un souvenir qui est particulièrement vivace, ou ça remonte de manière récurrente comme ça chez vous, ces premiers amours ou ces premières... Oui, alors bien sûr que ça remonte tout particulièrement aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai commencé donc en travaillant, voilà, vous voyez comment j'ai découvert cette région du monde. Et puis, en fait, je fais partie d'une génération de chercheurs qui ont connu à la fois l'URSS et les difficultés à travailler sur la société dans ce contexte soviétique très spécifique, mais c'était déjà
attendez, dans la fin des années 80, quand même, on pouvait déjà observer beaucoup plus qu'on ne pouvait dans les années 60, 70. Hein, mais disons quand même, voilà, mon premier terrain date de 1989, mon vrai terrain, c'est-à-dire où j'ai pu aller voir des groupes religieux, j'ai vu des Krishnaïtes, j'ai vu des Quakers, j'ai vu tout ce bouillonnement de la vie religieuse dans les années 80. Enfin, bon, mon premier terrain date de 1989. Ma thèse, je l'ai faite très largement sans pouvoir avoir accès en fait au terrain, c'est-à-dire que j'ai soutenu en 1990, donc j'ai fait un terrain en 89, mais sinon j'ai beaucoup travaillé sur le samizdat et puis bien sûr aussi sur des ouvrages soviétiques, donc avec toute la spécificité de voilà comment est-ce qu'on fait quand on travaille avec des ouvrages soviétiques. Donc j'ai fait ça. Et puis j'ai aussi ma carrière, elle s'est déroulée après 91. Donc je suis vraiment entre les deux. Et pour répondre à votre question, j'ai l'impression, si vous voulez, aujourd'hui de revenir en arrière, de retrouver de retrouver ce que j'ai connu au tout début de ma carrière, et je commence à avoir des mêmes réflexes de questionnement sur la dissidence, sur la langue officielle, comment est-ce qu'on va contourner la langue officielle, comment est-ce qu'on va s'y opposer. C'est des questions que je ne me posais pas de la même façon après 91, bien évidemment. Après 91, on était dans une période de moi j'ai travaillé en plus sur l'Église orthodoxe russe, donc j'ai travaillé sur comment elle se construisait, elle prenait de plus en plus de place dans l'espace public. Moi j'ai travaillé sur d'autres groupes aussi, mais essentiellement là-dessus. Donc c'était un autre type de questionnement. Aujourd'hui, je vous dis, avec ce qui se passe, avec les conséquences de cette guerre abominable, je retrouve mes questionnements d'avant, mes premiers questionnements. Je crois que je peux le dire comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Moi, je me posais la question, puisque vous aviez mentionné que vous étiez arrivé dans une famille d'intellectuels. Comment ensuite vous avez peut-être noué des liens en Russie aussi avec des chercheurs ou des chercheuses russes, et comment maintenant aussi, est-ce que comment c'est impacté par les événements Alors, là aussi j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Donc, au début des années 90, c'était peut-être en 93, je crois, chose comme ça. Enfin bref, j'ai eu un peu d'argent pour un projet collectif, et j'ai commencé à travailler avec des chercheurs russes déjà à ce moment-là. Et puis après, j'ai vécu de 94 à 97 à Moscou en famille, et là j'en ai profité pour continuer à nouer des liens avec mes collègues. En fait, on a découvert ensemble, on a défriché ensemble. J'ai mon grand ami Alexandre Gadjanian, avec lequel on a une amitié très ancienne. Et avec Alexandre, on a découvert les choses ensemble. On échangeait sur nos impressions. On faisait pas du terrain ensemble. J'ai pas fait de terrain avec des gens. En général, j'aime bien faire mon terrain toute seule. mais je partageais tout avec mes collègues. Et puis j'ai eu la possibilité j'ai eu des financements pour d'autres projets collectifs, en particulier sur les pratiques religieuses. En fait, avec Alexandre, on a monté des séminaires à ce sujet-là, ce qui nous a permis de rassembler des chercheurs qui travaillaient sur ces pratiques. Et puis moi, j'avais toujours le souci aussi d'apporter, modestement, mais d'apporter des cadres théoriques que eux-mêmes n'avaient pas nécessairement eu. Et donc j'ai un peu servi de passeur, si vous voulez. C'est transmettre les choses, mais des cadres théoriques, tout en sachant bien évidemment, vous le savez aussi bien que moi, que ces cadres théoriques, il faut les travailler, il faut les adapter, mais pour ne pas rester dans du descriptif, vous voyez,
pour essayer de monter un petit peu en généralité. Peu à peu, on a eu le souci de la comparaison. Au début, il fallait comprendre, on rentrait on rentrait dans toute cette, on voyait ce bouillonnement religieux, il fallait le comprendre. J'étais vraiment complètement dans la spécificité du terrain, et mes collègues aussi. Et puis après, tu es d'abord peu à peu, tu conceptualises plus, tu compares, et donc tu vois de nouvelles choses d'ailleurs sur ton propre terrain. Enfin, voilà, ce que vous devez faire d'ailleurs dans vos travaux de recherche. Donc voilà, ah oui, ce que je vous dirais volontiers, ce que je vous dirais aussi très volontiers. Bon, moi je suis politiste, enfin j'ai une thèse de sciences politiques. Même si je pense un peu d'anthropo aussi, mais enfin, disons, j'ai une thèse de Sciences Po. Mais mes collègues, ce ne sont pas des politistes. Et ce ne sont pas non plus des sociologues, ce sont des anthropologues. Et en fait, c'est avec eux que j'ai le plus appris. C'est avec eux que j'ai eu des vrais contacts. Les politistes, il y a de la science politique, bien sûr, en Russie. Elle est beaucoup marquée par les États-Unis. Elle est assez mainstream. Elle est pas toujours ancrée, assez peu ancrée dans le terrain. Et moi, j'ai toujours eu le souci de comprendre ce qui se passait sur le terrain. Enfin, c'était pour moi très 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 important. Et voilà, donc mes collègues, ce sont surtout des anthropologues. Ce sont surtout des anthropologues. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est affreusement compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, beaucoup ont manifesté contre la guerre, donc sont bien sûr en danger. Certains veulent rester pour ne pas laisser tomber leurs étudiants. D'autres partent à Tbilissi ou à Yerevan, ou sont déjà arrivés en France. Et alors, ce que je voudrais vous dire, parce que ça, je trouve ça absolument fascinant, c'est qu'à Yerevan, donc, il y a tellement de collègues russes qui se sont retrouvés, mais ils se connaissent de leur vie intellectuelle en Russie. Et alors, ils ont décidé, parce que ce sont des intellectuels, hein, ils ont décidé de reprendre des séminaires. Alors, ils sont bien sûr dans la galère, hein, mais quand même, ils trouvent la force, le courage de monter des séminaires régulièrement. Voilà, c'est toujours mon ami Alexandre qui essaie de trouver des collègues aussi en Occident, en France ou ailleurs, pour dialoguer avec un collègue qui se trouve à Yerevan. Enfin, c'est absolument formidable ce qu'ils font là. Maintenant, effectivement, voilà comment ça va se passer après. Il faudrait qu'on arrive à trouver des postes pour tous nos collègues. On sait très bien que ça va être difficile. Enfin bon, c'est une pure tragédie. C'est une pure tragédie. Sans parler de la tragédie pour nos collègues ukrainiens, bien évidemment. Ça, c'est voilà. Parce que donc quand à partir de votre premier voyage de terrain donc en URSS, vous avez rencontré des anthropologues, des personnes qui étaient déjà formées en anthropologie sur place. Et comment ça s'est développé? Parce que je me dis, je sais pas, l'anthropologie n'a pas l'air d'être la discipline la plus pratiquée en Union soviétique. Non, bien sûr. Non, bien sûr. C'est vrai que là aussi, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, que j'ai fait une espèce de raccourci là de toutes ces années. Non, au début, j'ai travaillé avec des historiens ou des philosophes où ils ont fait, parce que en fait, tu pouvais faire de la sociologie dans le cadre de la philosophie. Donc c'était des gens qui avaient une formation de philosophe ou de sociologue à l'intérieur, enfin voilà, de sociologue. Oui, et puis des historiens, oui, tout à fait, c'est important la question que vous me posez là. Et puis après effectivement, est apparue l'anthropologie. Alors pour vous dire quand
quand j'ai commencé à travailler avec des anthropologues, enfin estampillés anthropologues, si je puis dire, je ne peux pas vous dire, mais beaucoup ont fait une partie de leurs études à l'étranger, ou bien vous savez, il y avait des doubles diplômes, il y avait aussi des formations à Moscou, ou voilà, qui étaient assurées aussi par des profs. Par des profs occidentaux. Donc c'est aussi comme ça que nos collègues se sont formés à l'anthropologie. Moi-même, j'ai fait autre chose, mais qui est aussi assez intéressant, enfin, je pense, enfin, qui me permet en tout cas de décrypter certaines choses aujourd'hui. J'ai monté, c'est Sciences Po qui m'a envoyé, Sciences Po m'a envoyé monter un master un master de sciences politiques, relations internationales, au MGIMO, qui est l'Institut des relations internationales, qui dépend du MID, qui est un peu l'équivalent c'est Sciences Po, quoi. C'est le Sciences Po local. Et pourquoi je vous dis que c'est intéressant, c'est parce qu'en fait là, je me suis retrouvée à proposer à des étudiants des cours sur les relations internationales. C'était entre 1994 et 1997. Donc on importait notre vision du monde à travers nos cours, bien évidemment. Et je me souviens très bien des discussions que nous avions avec nos collègues russes de l'Institut. Il faut voir, voilà, on a cette négociation qu'il y avait pour permettre des programmes qui étaient des programmes qui changeaient un petit peu la vision du monde par rapport à celle que les étudiants recevaient à l'Institut par les professeurs russes. Et je me souviens d'un décalage et d'un télescopage parfois. Et ça aussi, qu'est-ce que vous voulez, c'est nécessairement, enfin, ce souvenir nécessairement remuant au vu de ce que je vois aujourd'hui. Et alors là, pourquoi ça a marché cette importation de ce master? C'est parce qu'il y avait, il était vice-recteur, vice-recteur. Il y avait un vice-recteur qui s'appelait Ivan Tiulin, qui était un francophile. Enfin, voilà, il connaissait tout sur la littérature française. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup les arts. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui aimait beaucoup la France, qui parlait merveilleusement bien français, et qui, parce qu'il parlait bien français, avait pu avoir accès à une certaine littérature dans les années 70-80, littérature occidentale, et qui donc était cette personne qui pouvait transmettre, il assurait cet entre-deux. Et c'est grâce à Ivan Tiulin qu'on a pu monter ce master qui existait jusqu'à il y a 15 jours. Là, naturellement, nous avons, Sciences Po a suspendu toute coopération. Et là aussi, si vous voulez, mais c'est normal que nous ayons suspendu la coopération. Enfin, de toute façon, je n'ai rien à dire à ce sujet. Mais c'est vrai que quand j'ai appris ça, si vous voulez, moi, je suis partie en famille en 1994 pour monter cette coopération. Et voilà. Et c'est aussi quelque chose qui s'est fermé. Mais voilà, je ne sais pas comment je suis venue vous parler de ça, mais c'est vrai que ah oui, c'était par rapport à toutes ces formations qui se sont développées en Russie avec des collègues occidentaux qui venaient assurer des cours. Oui, ça c'est beau, voilà. Mais puis tous les échanges, en fait, ils sont passés aussi naturellement par tous les colloques qu'on a pu organiser ensemble. Mais moi, si vous voulez, je n'ai jamais senti de hiatus. Ça n'a jamais été compliqué pour moi de discuter avec des collègues. Mais je vais quand même faire une note de bas de page qui est peut-être pas une note de bas de page, en fait. C'est que je travaille sur l'orthodoxie, donc majoritairement. Et ceux qui travaillent sur l'orthodoxie, c'est des anthropologues, laïcs, voilà, mais aussi
des sociologues et des anthropologues au sein de l'Église orthodoxe russe. Parce qu'en fait, comme en France, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais comme en France, la sociologie des religions, elle a d'abord été au service d'une pastorale. C'est comme ça qu'elle s'est, Gabrielle de Braz, c'est ça, c'est la les premières enquêtes sur le religieux en France, elles sont liées à un souci pastoral. Et donc, en Russie, c'est la même chose. Hein. Vous avez d'excellents sociologues, au sens où ces gens-là, ils connaissent très bien le terrain. Voilà, qui travaillent à l'Institut Saint-Iron, par exemple. Alors, avec eux, ça peut être plus compliqué. J'ai travaillé, enfin, j'ai fait intervenir dans des conférences un excellent spécialiste des paroisses et de la question de la communauté orthodoxe, qui travaille à l'Institut Saint-Iron. Mais si vous voulez, c'est vrai que on sent qu'il y a quand même, il y a quand même tout un pan de la science des religions qui est qui est très orientée et avec laquelle je suis pas nécessairement en parfaite affinité, si vous voulez. Et c'est pas vraiment avec ces collègues-là que j'ai travaillé, même si je vous dis, par eux, on reçoit vraiment des choses extrêmement précieuses, des renseignements extrêmement précieux sur la vie religieuse. Les prêtres parlent plus volontiers, les paroissiens parlent plus volontiers à des gens qui sont orthodoxes qu'à des non-orthodoxes. C'est normal. Enfin, c'est normal, c'est comme ça. Voilà. Moi, je voulais relancer un peu sur ce qu'on a dit avant. Est-ce qu'on pourrait dire du coup qu'il y a eu un certain développement d'une anthropologie russe ou russophone après, peut-être à l'époque post-soviétique, et que vous avez peut-être vécu aussi ce développement avec aussi sur les questions des références à la littérature, parce que je suis dans les années 90, il y a une certaine découverte d'une littérature sociologique occidentale qui n'avait pas eu lieu avant, ou très peu. Et je ne sais pas si vous avez assisté à une certaine période d'un peu d'émergence, ou est-ce qu'il y a eu une telle émergence ou pas? Ah oui, bien sûr qu'il y a eu une émergence il y a eu l'émergence d'une anthropologie russophone, mais je vous dis, c'est passé par des voyages de collègues, même de la sociologie aussi, une sociologie plus qualitative. Même si la sociologie existe en Russie depuis les années, au moins depuis les années 60, hein, enfin elle existait avant, mais enfin disons, elle commence vraiment à se développer dans les années 60, en particulier avec Yuri Levada, qui est un très très grand sociologue. Mais effectivement, l'anthropologie s'est développée voilà, dans les années 90-2000, bien sûr, mais je vous dis, avec des collègues qui vont suivre une partie de leur formation universitaire, qui vont éventuellement faire une thèse d'ailleurs. Il y a pas mal de gens qui sont allés faire leur thèse en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, et puis après qui sont revenus en Russie, bien sûr. Voilà, donc oui, tout à fait. On peut dire qu'il y a vraiment une anthropologie qui s'est développée, tout à fait. Mais n'oublions quand même pas cette grande école de l'ethnologie, de l'ethnographie, qui est d'abord russe, hein, qui s'est développée fin du 19e, et qui s'est développée pendant toute la période soviétique. Et moi, je me souviens d'avoir beaucoup utilisé les travaux d'ethnographes, enfin d'ethnologues, on parlait d'ethnographes en russe, mais ils sont des ethnologues. Je me souviens avoir beaucoup utilisé les travaux d'ethnologues pour mon travail sur ce qu'on appelle les sectes. Ma thèse, je l'ai faite sur la religion non institutionnalisée, et donc aussi sur ce qu'on appelait les sectes à la période soviétique, et j'ai beaucoup travaillé avec Klibanov, par exemple, qui est un monument de la science des religions. Donc en fait, l'ethnologie était très développée à la période soviétique, et
elle était peut-être moins marquée par les cadres idéologiques du marxisme-léninisme. En tout cas, était assez facile de lire au-delà des quelques pages imposées, voilà, où on te donnait on te disait comment il fallait lire, quoi. Ça, c'était, j'allais dire, les pages obligées. Mais au-delà de ça, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je me souviens d'ailleurs, oui, et je me souviens avoir travaillé en particulier sur un débat sur la question de la modernité religieuse, un débat qui avait eu lieu dans la revue Sovietskaya Ethnografia, fin des années 70. Et j'avais été absolument scotchée par la convergence des arguments qu'il y avait dans ces débats et ce qu'on lisait aussi ce qu'on pouvait lire en France, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire que cette ethnographie, elle n'était pas marquée, elle n'était pas, voilà, elle avançait, elle se développait. Et donc voilà, je ne veux surtout pas dire que ça n'existait pas avant 91, bien au contraire. En revanche, l'anthropologie, ça c'est quelque chose qui se développe dans les années 90 plus, voilà, avec oui c'est ça, dans les années 90 plutôt. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, c'est fascinant d'apprendre. Je sais pas si Thomas tu voulais. Ouais. Donc merci beaucoup, on voit bien ce processus, vous appelez la conceptualisation, où après avoir récolté des données, on a ces échanges, et puis ça peut être conflictuel, ça peut être plus collaboratif avec des philologues, des ethnologues, des sociologues. Et pour revenir justement à ce travail de terrain, quand vous avez les mains dans le cambouis, vous dites que vous aimez y aller seul dans ce terrain. Alors qu'est-ce que vous allez y chercher quand vous avez la chance d'être sur place? Qu'est-ce qui attire votre regard et votre esprit? D'abord, ce qui me fascine, c'est la rencontre. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Si tu rencontres autrui, avec ce qu'il est, avec sa vie. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cela que j'aime bien le faire seul, parce que je pense que la vraie rencontre, elle ne se fait pas... voilà, c'est-à-dire s'il y a 2 ou 3 chercheurs ensemble qui viennent ensemble parler avec quelqu'un, c'est pas la même rencontre. C'est rentrer dans la vie d'autrui, pas par effraction, vraiment, enfin, en respectant et puis, la personne. Donc c'est d'abord ça, et c'est ce qu'il y a le plus extraordinaire, c'est toujours ce que j'ai le plus aimé, c'est ce qu'il y a aussi le plus compliqué, parce que parfois voilà, c'est normal, chacun est différent, certains te parlent moins, mais c'est voilà, c'est quand tu peux parler 1 heure, 2 heures avec quelqu'un qui te parle de, enfin ça dépend des sujets que tu as, mais il te parle aussi de ce qu'il est, et donc chaque fois c'est des vraies rencontres dont on se souvient en fait, tu rencontres une personne. Et puis bon, et puis ce qui, voilà, c'est effectivement ce qui m'a fascinée, c'est de voir comment les gens s'engageaient, pourquoi ils s'engageaient. J'ai beaucoup aimé travailler sur la question des conversions, sur les récits de conversion, comment les gens se sont convertis, voilà. À quel moment, par qui, où. Puis alors il y a des fruits du hasard. Ça, tout le monde vous le dira, mais bon, moi je vais vous donner un exemple. Je voulais vraiment travailler sur les processions, quoi. Sur des lieux de pèlerinage. J'avais vraiment envie de travailler. C'était début des années 2000. J'avais vraiment envie de travailler là-dessus. Bon. Puis je voulais pas aller trop loin. Et donc je vois qu'il y a un lieu qui est nommé lieu de pèlerinage. Dans la banlieue de Moscou. Je me dis, tu vas commencer là-dessus. Mais en fait,
en voulant travailler sur ce lieu qui est le polygone de Butovo, où ont été fusillées plus de 20 000, 30 000 personnes au moment de la terreur et les années suivantes. En fait, en voulant aller travailler sur ce lieu qu'on me disait être un lieu de pèlerinage, en fait, j'ai travaillé plutôt sur la mémorialisation de la terreur par l'Église orthodoxe russe et comment très, très, très difficilement ce lieu devient un lieu de pèlerinage, précisément. C'est très difficilement devenu un lieu de pèlerinage, mais c'est un lieu de mémorialisation de la terreur. Et ça, c'est par ce biais-là que je suis arrivée sur un des sujets qui, pour moi, est un des sujets les plus importants que j'ai étudié. Je dis un des sujets les plus importants que j'ai étudié parce que je pense qu'effectivement, c'est fondamental de voir comment on fait mémoire de cette période-là, les très très grandes difficultés de faire mémoire de cette période dans la société russe et comment des membres de l'Église ont su, alors comment Mémorial, comment la grande association Mémorial a fait mémoire de ce lieu, et c'est eux qui sont les premiers, j'allais dire, à avoir travaillé sur ces questions-là. Et vous savez que cette association vient d'être dissoute par le pouvoir poutinien, et puis aussi une partie de l'Église qui fait mémoire de cette terreur. Donc voilà, donc vous voyez, je suis partie de là, et puis j'en suis arrivée à travailler sur la mémorialisation donc des victimes de la période soviétique, et puis je me suis dit, maintenant, il faut que je compare avec comment on fait mémoire de Nicolas II, qui a été fusillé, la famille impériale a été fusillée dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Je voudrais voir quand même, voilà, je vois qu'à Butovo, c'est un lieu de massacre, c'est innommable, et ma foi, il y a une petite chapelle en bois sur le charnier, il y a une grande église à côté, mais elle est loin d'être pleine, vraiment loin d'être pleine, et c'est vraiment grâce à des gens qui ont la volonté de développer la mémoire que ce lieu peut vraiment exister. Butovo, c'est la même chose que dans d'autres lieux de mémoire, c'est la même chose, c'est toujours des bénévoles, des gens qui ont vraiment qui ont compris l'importance qu'ils font, sinon rien ne se passe. Hein. Et je me suis dit, bon, voilà, on va voir ce qui se passe avec la famille impériale. Et donc, je me voilà partie à Yekaterinbourg et aller regarder les processions. Et là où tu vois chaque année des milliers de personnes qui font la procession de l'église de tous les saints jusqu'à Yekaterinbourg, là, sur le lieu où la famille a été fusillée, jusqu'à Ganinayama, où, selon l'Église, les corps auraient été jetés, auraient brûlé 3 jours, 3 nuits. Enfin bon, voilà. Vous imaginez la rhétorique religieuse. Bon, et c'est pas le lieu d'ailleurs où ils ont été fusillés. C'est pas les lieux où ils ont c'est pas les lieux où ont été les corps. C'était un autre endroit. Mais donc, comme d'habitude, des conflits sur les lieux. Enfin voilà. Donc j'en suis arrivée à travailler sur la famille impériale. Vous avez vu cette espèce de parcours, voilà, qui est un peu le fruit du hasard, quoi. Hein. Et alors ce qui m'a fasciné là, c'est effectivement j'ai voulu comprendre comment on vénérait cette famille impériale. Alors on parle beaucoup de repentir pour la grande Russie à Yekaterinbourg, donc j'ai voulu comprendre le contenu de ce repentir. Donc j'ai travaillé sur ces questions-là, et c'est fascinant parce que après, c'est aussi, t'as la chance de rencontrer des gens qui ça te permet d'avoir de l'épaisseur des choses, mais j'ai vu qu'il y avait un repentir pour soi, un repentir individuel, comme pour tout croyant. Il y avait un repentir pour sa famille, parce que j'ai rencontré une femme dont le père
a contribué à la destruction de la maison Ipatiev où a été fusillée la famille impériale, donc un repentir majeur. Il faut se repentir pour sa famille, un repentir local. C'est-à-dire que c'est Yekaterinbourg, c'est le lieu de l'infamie. Donc il faut se repentir pour la ville, quoi. Et puis se repentir national. Donc une espèce de, vous voyez, ces différentes strates là qui m'ont été données à travers les entretiens. Mais chaque fois, et c'est ça que je voudrais dire. Chaque fois, et c'est compliqué pour moi aujourd'hui aussi, il faut que j'y repense. Chaque fois, c'est une rencontre. Et à Yekaterinbourg, j'ai rencontré des vénérateurs de la famille impériale, c'est-à-dire c'est des groupes de gens qui sont particulièrement nationalistes, ultra-nationalistes, ultra-nationalistes. Et ceux que j'ai rencontrés à Yekaterinbourg certains d'entre eux, je pense à une personne d'ailleurs, pourraient tout à fait avoir des relations plus étroites actuellement avec les élites politiques à Moscou. Enfin, je dis pourrait, je suis sûre. En fait. Ces personnes, je les rencontrées, j'ai discuté avec elles aussi. Hein. Bon. Discuter, mais sans prendre de notes. Ce n'était pas un entretien formel, mais je l'ai croisé avec un prêtre. Voilà, donc ces gens-là, je les ai rencontrés et je sais aujourd'hui que cette idéologie ultra-nationaliste, elle contribue en tout cas à la rhétorique poutinienne. Tout ça, pour moi, est très étrange. Mais là, je voudrais vous dire autre chose, mais c'est vraiment questionnement. Le prêtre en question, donc vénérateur de la famille impériale, il m'a parlé dès les années 2000, milieu des années 2000, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur Yekaterinbourg, 2006, tout comme ça. Et en fait, il a accepté de me parler longuement de sa vie, de comment... Pourquoi ? Parce qu'à la période soviétique, il était amoureux d'une Française. Et leur amour n'a pas pu aboutir. Et il avait un très fort attachement pour la France. Autre personne de ce groupe, un laïc engagé, religieusement engagé, qui partait de la paroisse de ce prêtre. Sa fille, une de ses filles, habite la France, s'était mariée avec un Français à ce moment-là. Voilà. Donc, je vous dis ça parce qu'il y a ce discours ultra-nationaliste anti-occidental. Et puis, il y a aussi, dans la petite histoire de ces gens-là, parfois des relations étranges, en tout cas des relations avec l'Occident qui ne correspondent pas nécessairement avec la rhétorique, leur rhétorique d'appartenance, si je puis dire ça comme ça. Et ça, c'est une immense énigme. C'est une immense énigme. Alors j'imagine qu'on le retrouve ailleurs. En tout cas, moi, j'ai envie de travailler cette affaire-là. Parce qu'on a... Vous voyez, voilà. Enfin, alors je ne dirais pas que tout le monde a ce rapport ambigu, hein, mais combien d'ultra-nationalistes ont envoyé leurs gamins faire des études en Occident? Combien sont allés en voyage en Occident? Voilà, c'est incompréhensible. Pour moi, pour l'instant, c'est incompréhensible. Mais je vais essayer d'utiliser l'approche, la poétique comparée pour voir ce qu'il en est sur d'autres terrains, parce que je suis sûre qu'on trouve la même chose ailleurs, pour essayer d'avoir des grilles d'analyse. Parce que là, je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. Je constate pour l'instant, en tout cas. Excuse-moi. Je vais peut-être vous entraîner sur un autre terrain. Dans le chapitre que vous avez rédigé dans l'ouvrage Global Eastern Orthodoxy, sur l'Église orthodoxe russe et le monde global, vous analysez l'imaginaire russe basé sur des valeurs spirituelles et morales qui, comme vous l'écrivez,
permet de mieux comprendre le rapport de cette Église au monde global. Ces valeurs spirituelles et morales, comme vous le rappelez dans ce chapitre, sont présentes dans le discours sécuritaire et de politique étrangère russe, par exemple, dans la stratégie de sécurité nationale de 2015. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire le processus par lequel vous analysez cet imaginaire russe et en lien avec la politique étrangère et sécuritaire de Moscou? Alors là, la question est intéressante. En fait, elle m'amène d'abord à vous parler d'autre chose qui me paraît très important, que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une petite trouvaille, on fait des petites trouvailles pour son temps. Effectivement, je constatais dans les discours de Vladimir Poutine cette référence constante aux valeurs spirituelles et morales. Des valeurs spirituelles et morales qui sont, à mon avis, qui ont un double objectif. C'est d'une part de mobiliser la société russe, ou de constituer de nourrir la citoyenneté russe post-soviétique, d'une part, et puis d'autre part, insister sur la spécificité de la Russie, mais à nouveau, quelle frontière de la Russie, hein? Est-ce que c'est la Russie uniquement, ou bien c'est la Russie avec l'Ukraine? Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais donc, en fait, un discours vers l'intérieur pour créer la citoyenneté, donc avec ces grandes idées que ces valeurs, c'est l'empathie, le désintéressement, l'altruisme, l'amour de la patrie, enfin voilà, toutes des grandes valeurs morales, et puis aussi spirituelle, c'est aussi culturel, c'est-à-dire voilà, nous avons une spécificité et nous nous opposons à ceux qui n'ont pas. Ce qui est vraiment très intéressant, où j'ai fait ma petite trouvaille, c'est que cette idée de valeur spirituelle, elle ne date pas de Vladimir Poutine. Et je l'ai retrouvée dans la période soviétique. Je l'ai retrouvée dès la période khrouchtchevienne et dans les discours de Brejnev, où en fait, là aussi, on vous parle de la nécessité de développer la spiritualité pour les mêmes raisons quelque part, hein, mais essentiellement, voilà, former le groupe, former le collectif. Donc, ce discours de Vladimir Poutine, il n'est pas un discours post-soviétique, il s'inscrit dans l'héritage de la gouvernance soviétique. Sachant qu'à la période soviétique, qu'est-ce qui nourrissait la fameuse spiritualité? C'était l'athéisme scientifique. Et là, vous regardez la revue Nauk Religia, Religion et athéisme, où on vous parlait du sens de la vie, de la nécessité de penser à autrui. Enfin voilà, vous aviez cet athéisme scientifique qui nourrissait, d'accord, la fameuse Duhovne, c'était la spiritualité. Et puis aujourd'hui, on mobilise qui? Quoi? L'Église orthodoxe russe. Pour la même chose. Donc c'est vraiment intéressant parce que d'abord ça permet de faire deux choses. Ça permet de montrer qu'il y a une continuité dans la gouvernance. Et deuxièmement, ça te permet de comprendre aussi la place qu'on accorde, enfin, que le régime poutinien accorde à l'Église orthodoxe. Ça te permet vraiment de comprendre ces deux choses-là. Donc je trouve que c'est vraiment important. Alors, donc effectivement, on insiste sur cette fameuse spiritualité, et l'Église orthodoxe russe, elle contribue à cela. Le rapport au monde global dont vous parlez là, en fait, je pense qu'on peut répondre de deux manières.
d'une part, l'influence de l'Église orthodoxe russe dans le monde, elle passe par la prise en compte de ce que le pouvoir poutinien appelle le monde russe. Le monde russe qui est marqué par l'appartenance en particulier à une langue et puis à une religion et à une culture, d'accord ? Donc, donc l'Église orthodoxe russe, elle est bien évidemment mise au service de ce monde russe, elle contribue à cela, et on l'a vu en Occident, comment elle a été de plus en plus présente en Europe occidentale, par exemple. D'accord ? Avec une footnote, toujours pareil, c'est que quand tu commences à regarder les stratégies de l'Église orthodoxe russe en Occident, tu te rends compte que la langue russe n'est pas nécessairement obligatoire non plus pour les compatriotes. C'est pas, on peut avoir perdu plus ou moins la langue russe, mais il faut montrer son intérêt pour la langue russe. On ne parle pas nécessairement le russe, mais on doit pouvoir montrer son intérêt pour la langue russe, dit-on dans la rhétorique. Bon, donc ça c'est la première façon de se penser dans le monde, dans le monde. Et la deuxième façon, c'est dans une concurrence avec le patriarcat de Constantinople, le patriarcat de Moscou souhaite rassembler autour de lui un certain nombre de patriarcats. Donc, si vous voulez, c'est aussi à travers des alliances avec d'autres patriarcats que cette Église, elle commençait à avoir, et je mets ça à l'imparfait, une dimension globale. J'ai toujours dit que pour l'Église orthodoxe russe, il était compliqué de se projeter dans la globalisation parce que justement, elle insiste sur la spécificité des cultures. Donc c'est compliqué, d'accord ? Donc d'ailleurs, elle se dit opposée à la globalisation, au grand projet global, l'unipolarité libérale, tout ça, elle est opposée à ça. Donc effectivement, elle a un rapport extrêmement complexe de par sa façon de s'ancrer dans le local. Elle a du mal à s'inscrire dans la globalisation. En tout cas, l'Église orthodoxe russe, on dirait peut-être pas la même chose du tout du patriarcat de Constantinople. Mais, et d'ailleurs, oui, je crois qu'on ne peut pas dire la même chose pour le patriarcat de Constantinople. Mais elle avait une certaine globalité, elle rentrait dans le global à travers son souci d'avoir des relations avec le patriarcat de Jérusalem, et puis les autres patriarcats. Donc c'est comme ça que je répondrai à votre question. Mais le sujet de la spiritualité est vraiment important parce qu'en plus, donc il y a pour revenir à ce que je vous disais au début de ma réponse, il montre en fait la place aussi que le pouvoir poutinien, comme le pouvoir soviétique, a donné à la morale dans la rhétorique politique, et dans la légitimation, du politique. En fait, moi, j'aurais envie de dire que le religieux, il sert à deux choses là. Donc, il sert d'une part à nourrir cette spiritualité et d'autre part à inscrire le système politique dans une tradition. Et là, vous voyez bien évidemment à nouveau des convergences avec la façon de légitimer le pouvoir soviétique. Le pouvoir soviétique se légitimait par la tradition communiste. On créait une lignée de communistes, on remontait à la Révolution française. Donc cette tradition nourrissait la légitimité politique du pouvoir soviétique. Et bien là maintenant, on légitime par la tradition des ancêtres qui ont toujours eu la foi, confère les amendements de la Constitution les amendements de 2020. Voilà. Alors justement, pour rebondir sur ce tissage du temps politique qui est très très riche,
souvent de manière implicite, mais il y a également plein de références à la continuité, comme vous le dites, mais aussi à la discontinuité. On se rappelle de ce fameux interview de Poutine à la BBC il y a quelques années, où l'intervieweur lui demande si finalement il ne serait pas un nouveau tsar. Il dit non, pas du tout. Le tsar, lui, il fait le tsar, littéralement. Moi, je travaille tous les jours. C'est totalement différent. Donc, il y a plein de références comme ça, d'inscriptions finalement dans le temps historique, du côté du politique. Mais ce qui fait la spécificité de votre travail, c'est d'analyser ce politique en lien aussi avec les discours et les idéologies religieuses. Et là, on a l'impression que c'est beaucoup plus difficile de mettre à jour ce type de référence ou d'opposition, parce que précisément, la théologie, notamment orthodoxe, se construit presque de manière transhistorique ou métahistorique. Il y avait ce discours du patriarche Kirill récemment sur la guerre comme une guerre métaphysique. Est-ce que c'est difficile d'aller rechercher ces tissages historiques dans le... En fait, l'institution religieuse, quelle qu'elle soit, à mon avis, elle s'inscrit dans une histoire du salut et elle s'inscrit dans le temporel. Et elle fait les deux. Parce que le salut passe par le temporel. Et on a vite fait, effectivement, d'oublier la première dimension de l'inscription dans l'histoire du salut. Mais je suis convaincue que... Il faudrait travailler tout ça, bien sûr, mais je suis convaincue qu'on peut trouver la même chose dans les églises catholiques et dans les églises protestantes. Chacun avec sa propre vision de comment atteindre le salut. Donc en fait, toute la question, c'est effectivement de comprendre qu'il y a ces deux aspects, qu'il y a à la fois une église qui se bureaucratise, qui rêve de puissance. Enfin, moi, sur l'église orthodoxe russe, vous faisiez allusion à l'article là, que j'ai écrit récemment, tu vois cette église qui veut être puissante, et le patriarche Kirill, qui est fils de prêtre. Et son grand-père et son père étaient prêtres, d'accord ? Cet homme, il rêve de deux choses. Il rêve d'une église puissante, une église qui a été persécutée à la période soviétique, et une église puissante, temporellement puissante, et il se bat contre la sécularisation, contre les fameuses l'homosexualité, qui est selon lui le signe du plus grand péché. Il y a à la fois une dimension temporelle dans sa soif de pouvoir, et il y a aussi, vraisemblablement, je ne me suis pas dans la tête de Kirill, mais il y a vraisemblablement aussi une dimension spirituelle. Et c'est bien ces deux aspects-là qu'il faut arriver à tricoter ensemble. Vous avez tout à fait raison. Moi, si vous voulez, cette dimension eschatologique, on la voit dans ces discours, effectivement, je le voyais dans milieu des années 2000, des années 2000. En 2009, il a tenu un discours eschatologique où il expliquait que la Sainte Russie était amenée à éclairer le monde. Donc, ce qui est important, c'est de voir comment ces institutions religieuses pensent la dimension, l'histoire du salut. Pour le patriarche Kirill, les nouveaux martyrs dont on a parlé tout à l'heure, ces nouveaux martyrs qui sont victimes de la terreur, ceux-là, ils ont permis à la Russie de renaître. C'est parce qu'il y a eu la mort,
il y a eu la mort, avec la terreur, il y a eu la mort, mais ces nouveaux martyrs, dans sa rhétorique, ces nouveaux martyrs, ils sont le signe d'une résurrection de la Russie, et c'est à travers eux que la Russie renaît. Et c'est d'ailleurs bien pour cela que cette rhétorique, elle est audible dans un contexte russe où on a beaucoup de mal à penser les victimes et la distinction des victimes et des bourreaux. Et ça, d'ailleurs, elle empêche de faire la vérité sur l'histoire. Hein, d'accord ? Elle empêche de le faire. Mais c'est tout ce discours-là qu'il tient, si vous voulez. Donc, je pense que c'est intéressant, effectivement, de voir comment l'histoire est pensée à travers l'histoire du salut. Mais ça n'en empêche pas aussi d'avoir des considérations strictement temporelles, comme toute institution. Je répondrai comme ça à votre question. Je me demandais, par exemple, toi, tu mentionnais un peu la rhétorique de Poutine, qui se positionne souvent comme un leader un peu pragmatique. Voilà, je travaille, enfin, je fais un peu le bon gouvernement, et en même temps, là, il a l'air de se rapprocher de plus en plus de la religion. En tout cas, il révèle une facette qui est beaucoup plus... Enfin, voilà, pour faire référence à l'article de la Novaja Gazeta, là, qui est sorti fin mars, oui, il parle de Poutine, qui tient un discours fondamentaliste, religieux, etc. Est-ce que finalement, il y a aussi toutes ces histoires de dates rondes, la guerre en Géorgie, l'entrée en Ukraine aussi, avec des dates, avec des chiffres qui se suivent, etc. Est-ce que Poutine, il commence aussi à prendre une dimension d'un gouvernement religieux? Enfin, du coup, parce qu'il y a l'Église qui a des considérations temporelles, est-ce que le gouvernement de Poutine commence à se positionner un peu comme un acteur religieux, presque? Je pense que la question à laquelle je ne suis pas encore arrivée à répondre. C'est-à-dire que, disons que je n'arrive pas encore à avoir une idée claire, d'abord, de l'importance de l'idéologie dans ces actions, et je n'arrive pas à comprendre à quel point celle-ci, elle influe sur ces actions. Je ne sais pas si vous avez vu les propos de Tatiana Stanova, qui est une très bonne spécialiste des élites russes, et qui dit que Vladimir Poutine reste dans le pragmatique, et que l'idéologie n'est là que pour se rajoute, si vous voulez. Donc c'est pas elle qui serait le moteur, mais elle serait là elle continuerait à être là pour mobiliser la population autour de cette action, si vous voulez. Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que Vladimir Poutine a un héritage soviétique. Quand il est arrivé au pouvoir, il était au moins laïque, pas anticlérical, mais il souhaitait une parfaite laïcité de son pays, et j'en veux pour preuve le fait qu'il ne souhaitait pas que des cours sur la culture religieuse soient introduits à l'école. Et moi, je vois le tournant, une place accrue pour l'Église orthodoxe russe en 2008, avec l'arrivée au pouvoir de Dmitri Medvedev, et puis justement Kirill qui arrive en 2009 comme patriarche. Donc et puis après, il y a eu le tournant conservateur qui a contribué à renforcer cette rhétorique sur la duhovnost. Maintenant, de là à se dire que il est devenu religieux, très franchement, d'abord, j'ai aucun moyen de vous le dire. Je ne sais pas. Il peut être influencé, bien sûr, par ces ultranationalistes qui ont une rhétorique et puis une idéologie conspirationniste, catastrophiste souvent, oui. Et à ce moment-là, peut-être c'est à travers eux qu'il est influencé, mais là on entre dans
dans une zone où vraiment je n'ai aucun moyen d'en parler avec certitude. Ce que je sais, c'est que ce discours ultranationaliste est de plus en plus présent dans l'espace, si on parle de l'espace public, ça c'est certain. Voilà. Mais je sais que je ne réponds pas à votre question, mais c'est effectivement voilà, la question que je me pose aussi, avec la place de l'idéologie aujourd'hui dans le système. Parce qu'on a effectivement toujours parlé du très grand pragmatisme de Vladimir Poutine. Donc est-ce qu'on s'est trompé quand on a parlé de pragmatisme d'ailleurs? Tout ça, à mon avis, tout ça c'est à revoir, mais j'allais vous dire, peut-être qu'il est urgent d'attendre. Là, sur cette question-là, il est sans doute urgent d'attendre et il faut prendre du recul. Pour l'instant, on est dans la guerre, une guerre où on veut mobiliser la population, et en particulier les troupes, et on les mobilise à travers cette rhétorique que vous avez, que vous lisez aussi bien que moi. Oui. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une continuité entre le fait de présenter une menace contre les valeurs morales et spirituelles de la Russie comme une menace existentielle pour la Russie elle-même, pour la sécurité de l'État. Est-ce que ça a été fait pendant la période soviétique aussi ou avant? Ce syndrome de la citadelle assiégée ne date pas d'aujourd'hui. C'est bien évidemment une rhétorique qui était présente, très présente à la période soviétique, et qui, voilà, là, ces discours sur une guerre défensive contre un monde qui nous attaque, c'est quelque chose que l'on entend depuis toujours. En tout cas, on entendait à la période soviétique. Donc, on est là, bien évidemment, dans une très grande continuité. Oui, tout à fait. Je lisais la dernière intervention du patriarche dimanche, le 3 avril, où il disait « Notre peuple est un peuple qui aime la paix, mais quand on nous agresse, nous savons nous défendre. » Voilà. Tout est dit. On est là dans une logique, dans une rhétorique de citadelle assiégée qui est bien connue, effectivement, de la période soviétique. Tout à fait. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir aussi répondu. Merci à vous. D'avoir répondu à toutes ces questions. Bon, personnellement, moi, j'ai l'impression d'avoir appris énormément aussi par rapport à ma propre... Enfin, voilà, j'ai grandi dans une famille aussi à moitié russe, donc ça a aussi fait écho à beaucoup de choses peut-être qui ont été vécues sur un plan familial. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais en tout cas... Non, mais merci à vous de m'avoir donné cette occasion de réfléchir avec vous sur toutes ces questions qui sont des questions effectivement importantes. Merci beaucoup. Merci.